La volonté astrale et la volonté humaine sont les seules formes de volonté que nous connaissons. La volonté humaine implique un effort et est souvent associée à la capacité de faire des choix et de prendre des décisions. Cependant, l'humain utilise la notion de volonté comme un outil pour se manipuler lui-même et les autres. La volonté humaine est donc souvent conditionnée par des facteurs sociaux et collectifs. En réalité, la volonté n'est pas vraiment une question d'effort, mais plutôt une manifestation de l'intuition et de l'esprit. La collectivité peut influencer une personne pour qu'elle cesse de fumer en développant une volonté collective basée sur l'éducation collective. Par exemple, au Japon, les élèves sont éduqués dès leur jeune âge à faire preuve de volonté et de courage à travers des conditions difficiles. Cela leur permet de développer une volonté d'accomplir des tâches, même dans des circonstances désagréables. Cette volonté est façonnée par le collectif et diffère de la volonté individuelle. La volonté supramentale, elle, est influencée par l'intelligence et l'esthétisme et ne dépend pas du collectif. Lorsqu'une personne a cette volonté supramentale, elle est en accord avec ce qu'elle doit faire. Cependant, lors de la transition vers l'être transitif, une personne peut ressentir l'énergie de bouger un cendrier sous l'influence de la volonté collective, mais peut également se sentir frustrée de se rendre compte qu'elle est manipulée. À un niveau plus subtil. Où l'on est en contact avec son esprit, il est possible de ressentir le désir de bouger un cendrier, mais sans l'énergie collective nécessaire pour le faire. Ce texte décrit un processus d'évolution spirituelle et de transformation de la volonté. L'auteur explique qu'il y a différentes étapes dans ce processus. Au début, il y a une déconnexion et une reconnexion avec la volonté, ce qui entraîne des mouvements involontaires du corps. Ensuite, l'ego ressent de l'insécurité car il perd le contrôle sur ces mouvements. Puis, vient l'étape de la volonté paroxystique, où l'énergie libérée par les formes brisées de l'ego est utilisée pour effectuer des actions volontaires. Après cela, l'individu peut penser sans réflexion, en étant simplement influencé par l'énergie libérée par les formes. Enfin, il est capable de déplacer les choses sans effort et d'exprimer sa volonté de manière plus subtile. Ce processus se déroule de manière individuelle et non linéaire, et chacun peut le vivre à sa manière. En résumé, l'individu commence à exprimer de façon sporadique et à des moments précis une volonté supramentale. Cependant, il se demande comment éviter que l'ego ne s'approprie cette énergie et l'utilise à sa propre fin. La réponse est simple, il faut vivre pleinement cette énergie sans y laisser d'empreinte. Cela signifie être conscient de l'énergie et ne pas la gaspiller lorsque celle-ci est limitée. La communication verbale peut aider dans cette situation si l'énergie est suffisante. Il est important de comprendre que le savoir est une question d'énergie et non de compréhension. La conscience n'a plus besoin de justifier sa présence en donnant des explications à l'ego. Lorsque la conscience est suffisamment développée, elle informe et négocie avec l'ego de manière néotypique. L'être humain patient et actif est capable de voir l'énergie descendre en lui et de reconnaître quand il n'a pas l'énergie nécessaire pour agir. Il ne se laisse pas démoraliser et n'est pas frustré émotionnellement. Il sait que ce n'est tout simplement pas le bon moment pour exprimer sa volonté. La chronographie ne concerne pas le phénomène du temps, mais plutôt la préparation nécessaire pour atteindre un certain stade. Comparez cette préparation à la chaleur nécessaire pour éviter que le moteur ne s'étouffe. Il ne s'agit pas d'une question de temps biblique, mais plutôt de vibratoire. La conscientisation se fait en dehors de la mémoire et il ne faut pas faire de parallèle entre les choses matérielles et celles de l'extramémorialité. Il ne faut pas chercher à se qualifier de gagnant ou de perdant en se rapprochant ou en s'éloignant de cet état. Il n'y a pas de chronométrie dans ce cheminement, le temps n'existe plus. Parler d'une âme belle ou grande ne tient pas dans la conscience. L'individu conscient est celui qui se rend compte qu'il ne peut pas agir par sa propre intelligence et qui ne fait rien. Il observe simplement le fait que ce n'est pas sa volonté qui agit. Est-ce plutôt la mémoire, la tradition spirituelle, les besoins, etc. Elles sont nécessaires pour évoluer. C'est un processus qui n'est pas lié au temps. La conscientisation est un processus qui va au-delà du temps et de l'espace. Cela implique de se rendre compte que nos actions ne sont pas contrôlées par notre esprit, mais sont souvent le résultat de programmes préétablis. On réalise alors que nos choix ne sont pas libres et que nous nous sommes fait avoir. Progressivement, en observant notre propre stupidité et en brisant les schémas de pensée, on accède à une volonté authentique. Ce processus n'est pas une question de temps ou de distance, mais plutôt de principe.
En purifiant nos concepts liés à l'illusion du temps et de l'espace, on peut se libérer de l'idée d'être près ou loin, et d'avoir encore du chemin à faire. La conscientisation nécessite de se défaire des illusions pour accéder à une véritable volonté, indépendante du temps et de l'espace. Le narrateur réfléchit sur la notion de temps et de réalisation dans la vie quotidienne. Il utilise l'exemple de moudre de la farine pour illustrer comment les humains associent la mesure de leurs actions aux temps écoulés. Cependant, il soutient que le temps n'a pas de valeur intrinsèque et que c'est la conscience de l'individu qui donne de la valeur à ses actions. Il mentionne également un livre qu'il a écrit en peu de temps, soulignant que la valeur d'une création ne devrait pas être uniquement basée sur le temps qu'il a fallu pour la réaliser. La conscience et la pensée sont les seuls éléments importants pour évaluer les accomplissements. Finalement, il mentionne qu'être prêt signifie avoir une attitude ouverte et consciente dans la vie. Dans cette réflexion, l'auteur remet en question la notion d'être prêt et l'évaluation temporelle que l'humain fait de lui-même. Il explique que la conscience n'est pas liée à l'espace et au temps, contrairement à l'ego qui cherche toujours à évaluer son évolution. Il donne l'exemple du tai chi pour illustrer que la conscience peut être atteinte instantanément, indépendamment du temps physique écoulé. L'auteur souligne que cette prise de conscience ne constitue pas une amélioration mais plutôt un changement de perspective. Il critique également la tendance de l'humain à évaluer sa conscience en fonction de son évolution mentale et physique, plutôt que de sa clarté de vision. Il conclut en expliquant que la volonté émerge à travers l'expérience, mais qu'elle n'est pas liée à la matière ou au temps. Lorsque nous sommes libérés de l'esservement, nous recevons plus d'énergie pour exprimer notre volonté. Cela nous rend plus actifs dans le monde matériel et astral. Nous devons accepter que, en tant qu'individus, nous avons des limites et que l'évolution est parfois difficile. Cependant, en observant et en persévérant, nous sommes capables de développer notre volonté et notre intelligence. Progressivement, nous acquérons plus d'énergie pour accomplir nos désirs. Et nous sentons plus heureux et en paix. Nous comprenons l'importance de nourrir notre corps mental et astral en communiquant avec d'autres individus et en profitant des plaisirs de la vie. Nous apprenons à vivre pleinement et à satisfaire nos besoins physiques et émotionnels. Notre ego peut être satisfait dans le paradis intérieur que nous avons créé, mais il doit également être nourri par des expériences positives et des interactions sociales. La volonté est un élément essentiel pour atteindre ces objectifs. Il est important de comprendre que la volonté ne se confond pas avec l'effort. L'effort peut demander de l'énergie, mais la volonté est le véritable moteur qui nous pousse à agir. Il est également crucial de faire la distinction entre la vraie volonté et la volonté influencée par l'éducation ou la pression sociale. La volonté véritable est celle qui vient de l'intérieur, qui est libre de toute contrainte externe. L'autre aspect à considérer est le mensonge. Beaucoup d'individus sont enclins à mentir pour différentes raisons, mais cela ne fait que créer de la frustration et de l'incompréhension lorsqu'une personne décode leurs mensonges. L'ego peut être comparé à un communiste, cherchant à cacher sa vraie nature et à jouer un rôle pour éviter d'être démasqué. En ce qui concerne le temps, il est important de reconnaître que chaque personne a son propre rythme d'évolution. Ce qui est nécessaire, c'est d'accumuler des expériences et des mémoires qui permettront à l'individu d'accepter le nouveau. Cela peut prendre du temps, mais il est crucial d'attendre que la personne soit prête à accueillir le changement. En conclusion, la volonté est un moteur puissant qui nous pousse à agir et à atteindre nos objectifs. Il est essentiel de la distinguer de l'effort et de reconnaître les mécanismes de mensonge de l'ego. Chaque personne a son propre rythme d'évolution et il est important de respecter ce temps pour accueillir le changement. Lorsque vous rencontrez votre patron, il est nécessaire de prendre en compte le fait qu'il puisse ne pas être prêt à comprendre certaines choses. Il faut donc y aller progressivement et lui expliquer peu à peu. Bien que cela puisse prendre du temps, les êtres conscients seront capables de l'accepter. Par contre, les égos auront besoin d'une adaptation plus longue. La conscience ne dépend pas du temps et peut être révélée instantanément. Les humains conscients seront capables d'accepter des phénomènes extraordinaires sans paniquer, car ils seront déjà éveillés. Cependant, il est important de reconnaître que certains égos peuvent avoir besoin d'un temps d'adaptation. La conscience ne nécessite pas d'être prêt, contrairement aux égos. Il est crucial d'amener les égos à vivre dans le temps sans y être complètement attachés. La conscience n'est pas limitée à la physique et ne dépend pas de la façon dont le corps se déplace. La conscience englobe tout, tandis que notre perception biologique est limitée dans le temps et l'espace. La conscience se fiche de savoir où nous sommes physiquement,
car son importance réside dans l'expression de la vérité à travers notre corps. L'intelligence ne dépend ni de la chronologie ni du temps. Elle ne nécessite pas de conditions particulières pour se manifester. Elle peut se révéler n'importe où, que ce soit en présence de personnes, d'animaux ou même sans interlocuteur. L'intelligence est déconnectée des événements planétaires et n'attend pas d'être près d'un individu. Les expériences vécues par l'individu créent de l'évolution et sont régies par le temps. Le fait de vivre des expériences temporelles peut entraîner des difficultés et des frustrations, ce qui engendre la pensée et le mental. Cependant, au niveau de l'intelligence, il n'y a pas de moment précis pour se manifester, ni de lien temporel spécifique. Le lien entre l'intelligence et l'individu est en dehors du temps, mais il existe tout de même. On peut le définir comme un monde parallèle, ou deux mondes s'interconnectent dans le même espace-temps planétaire mais sans relation temporelle dans une dimension supplémentaire. Cette intelligence descend instantanément et révèle à l'individu sa véritable nature. Il n'y a pas de question de temps, de préparation ou de prêt, car tout est simultané à travers les différentes vies et les différents temps. Lorsqu'un individu se fusionne avec cette intelligence, il influence et transforme toutes les histoires, pensées et futures à travers tous les temps. Le temps est donc un concept banal à l'échelle de l'intelligence. L'auteur a annoncé qu'il ne répondrait plus aux questions du public lors de ses conférences et qu'il y aurait désormais 2 conférences d'1 heure les vendredis. Cependant, il précise que cela ne signifie pas qu'il ne répondra pas aux questions les dimanches, mais plutôt qu'il le fera lors de la 3e partie de ses conférences.